Le thème de l'argent dans les faux monnayeurs prend une place très importante, que ce soit explicitement comme le montre le titre, ou implicitement avec la métaphore de l'hypocrisie, du mensonge et de la littérature. Ainsi, nous allons voir la place de l'argent dans le roman en 3 étapes. D'abord, la présence explicite, la monnaie elle-même, les échanges et la contrefaçon. Ensuite, nous verrons l'argent comme hypocrisie et symbole de la littérature. Enfin, nous parlerons de la critique que Gide fait de la société. Que signifie le titre du roman explicitement et qui sont les faux monnayeurs? Un faux monnayeur, au sens explicite, est une personne qui participe au trafic de fausses monnaies. Gide s'inspire d'un fait réel pour introduire les faux monnayeurs dans son roman. En effet, le 7 et 8 août 1907, des affaires de faux monnayeurs ont eu lieu en France. Gide en parle dans son journal des faux monnayeurs. Ce trafic dans le roman est dirigé par le personnage Victor Strouvilou et des jeunes de familles bourgeoises sont adeptes car les parents ne peuvent rien dire, ils ne peuvent pas dénoncer leur enfant par peur de perdre leur réputation. Ainsi, Georges Molinier, Léon Guéry-Danizol et Philippe Adamanti participent à ce trafic. Ce trafic met en place une intrigue policière qui n'apparaît que tardivement dans l'histoire. En effet, la première fois que l'on parle de fausse monnaie, c'est dans le chapitre 3 de la deuxième partie lorsque Bernard montre une fausse pièce à Édouard. Mais on ne parle du trafic qu'au chapitre 5 de la troisième partie lorsque par exemple Georges achète des cigarettes avec une fausse pièce. Plus tard, Profitant Dieu annonce à Édouard que son neveu, Georges, est impliqué dans ce trafic de fausses monnaies. Édouard par la suite s'entretiendra avec Georges pour lui dire que les juges étaient au courant du trafic. Et ainsi, le trafic s'arrête officiellement au chapitre 17 de la troisième partie. L'intrigue policière du trafic de fausses monnaies prend donc une toute petite part au roman. En seulement 12 chapitres, tout le trafic est démantelé. De plus, seulement de petites parties du roman sont prises pour en parler. Par exemple, dans le même journal d'Édouard, celui du chapitre 12 de la troisième partie, il y a une partie où Édouard rencontre Douvier, et puis profite en Dieu. Le chapitre n'est donc pas consacré à l'intrigue. Même exemple pour le chapitre 15 de la troisième partie. Édouard rencontre d'abord la Pérouse, puis après Georges. Gide ne veut donc pas donner d'importance à l'intrigue policière des faux monnayeurs, mais préfère donner un autre sens à ce terme, mais nous verrons cela plus tard. L'argent prend aussi une place importante dans la construction des personnages. Alors que la plupart des personnages sont plutôt aisés, comme Profitant Dieu, Passavant ou encore Édouard, d'autres sont dans le besoin et ont des problèmes financiers. En effet, Vincent a besoin d'argent, tout comme Bernard, la Pérouse et la famille Vedel-Azaïs. Mais comment les personnages agissent-ils avec l'argent? Vincent a grâce à sa mère 5000 francs qu'il va donner à Laura pour l'enfant. Malheureusement, il va perdre cet argent au jeu, mais gagnera plus tard 10 fois cette somme. Si Vincent joue, c'est à cause de Passavant, un rentier qui sait manipuler l'argent à sa guise. En effet, Passavant prête 5000 francs à son tour à Vincent, puis il parie avec Liliane Griffiths cet argent au chapitre 5 de la première partie. Malgré cela, l'argent dans les faux monnayeurs est très souvent prêté ou offert. Par exemple, Édouard donne de l'argent à Laura, puis à Rachel, et aussi à Georges. Mais il n'attend rien en retour, alors que Passavant, quant à lui, prête de l'argent à Vincent, comme on l'a vu précédemment, mais il attend tout de même un remboursement. L'argent est aussi volé. Georges vole de l'argent à sa mère et Bernard à Édouard. Ainsi, l'argent, explicitement parlant, est quelque chose d'important dans le roman, il permet une relation entre les personnages et aussi les caractérise. On peut aussi noter que Gide ne donne aucune description physique des personnages, mais donne tout de même une description de leur classe sociale, comme si cela pouvait déjà décrire un personnage. Comme je l'ai dit, l'argent permet donc de caractériser les personnages, mais comment l'argent construit-il la personnalité d'un personnage et d'un roman? Et quel est donc le sens métaphorique de l'argent dans le roman? Le titre renvoie au sens figuré aux différents types d'apparences de fausseté qui sont présentes dans le roman et divers types de monnayeurs. Tout d'abord, il semblerait qu'une autre signification soit donnée ici à l'expression monnaie d'échange. L'amour est échangé ou remplacé par l'argent. La richesse est montrée par conséquent comme conduisant à l'hypocrisie et à la manipulation. Par cela, l'argent devient un principe démoniaque et la générosité des rentiers devient ambiguë. Ainsi, Passavant, qui est riche, est dépeint comme aimant l'argent et semble payer ses relations, c'est-à-dire acheter l'amitié ou l'amour de ses connaissances en leur aidant financièrement ou leur impressionnant par sa richesse et son statut social élevé, comme dit précédemment pour Vincent Molinier. Et il en est de même pour son frère Olivier, montré comme tombé sur le charme de Passavant. De même, Liliane donne de l'argent à Vincent pour qu'il reste avec elle, tandis qu'Édouard en donne à Laura pour s'acquitter des sentiments éprouvés. L'argent sert aussi de masque aux personnages, ils s'y cachent pour justifier leurs actes, d'où l'idée d'hypocrisie présente dans le récit. Par exemple, pour reprendre ce qui a été dit précédemment sur Passavant, la richesse joue le rôle de protectrice, de masque pour cacher les défauts attribués au personnage, cynisme, hypocrisie, manipulation.
Par ailleurs, les juges Molinier et Profitant-Dieu, issus aussi de la classe bourgeoise, sont décrits comme des juges excusant, laissant passer sous silence les méfaits commis par Georges et d'autres dans l'affaire de mœurs avec des prostituées, afin d'éviter les répercussions négatives sur leur réputation. En revanche, Gide montre que seul Struwwelou échappe à ce stratagème. Il s'agit d'un paradoxe car il est montré comme étant le plus transparent et honnête, alors qu'il est celui qui est le plus fortement lié à l'argent avec le trafic des faux monnayeurs. Par ailleurs, le paradoxe se poursuit par une sorte d'opposition que l'auteur semble faire ici entre ce dernier et les autres personnages qui tomberaient dans la catégorie des hypocrite, comme dit il y a peu d'instants. Struwwelou, qui est non seulement dépeint comme une figure presque invisible pour les autres personnages, est aussi pour le lecteur un personnage mystérieux qui est caché au sens littéral du terme dans la majeure partie du récit. En effet, le lecteur ne connaît que très peu de choses sur ce personnage. Son activité reste secrète, il passe inaperçu tout en étant toujours présent, pour ensuite être révélé dans la partie 3. Par opposition, les autres personnages sont d'abord perçus par le lecteur de façon plus réelle avant d'être perçus comme hypocrites. Ensuite, la fausseté et l'hypocrisie se traduisent par le fait que l'apparence compte plus que tout dans le récit. Au début du récit, nous apprenons que Profitant-Dieu avait accepté Bernard comme l'un des siens pour protéger sa réputation et celle de sa femme. Le mariage entre Laura et Félix Douvier est un mariage qui lie et qui rend compte de la présence de deux religions chrétiennes dans le but de satisfaire tout le monde. L'auteur traite dans son roman, à travers le thème de l'argent et de l'hypocrisie, l'idée que les dérives de l'argent non seulement semblent affecter les personnages dans leurs actions, mais aussi semblent avoir une influence sur les relations entre eux. Cependant, cette crise de valeur dans les relations à laquelle Gide semble nous inviter à assister aboutit dans certains cas au dévoilement de l'hypocrisie. Les masques tombent, la vérité est dévoilée, soit par une certaine prise de conscience, soit par le détachement à ce qui est inauthentique. D'abord, les relations se font par l'intérêt et le calcul dans la majorité des cas. Beaucoup de relations mises en scène dans le récit sont en effet peu sincères. Passavant avec Olivier et Vincent, Liliane et Vincent, Laura avec Douvier et Édouard, Profitant-Dieu avec sa femme, les plus jeunes des Védel avec les plus âgés, bref, vous avez compris. Seuls ceux qui sont un minimum détachés de l'argent, qu'ils en possèdent ou non, parviennent à avoir des relations authentiques et sincères avec autrui. Nous pouvons penser à Édouard avec Pauline et la Pérouse, ou bien Boris avec Bronja. Plusieurs protagonistes sont montrés comme jouant un double jeu, c'est-à-dire qui agissent de manière simultanée pour deux parties antagonistes, trahissant ainsi la confiance de l'une d'elles, ou même des deux à la fois. Le double jeu définit une personne qui dissimule ses vraies motivations et intentions. Les personnages ont une double façade, comme la double facette d'une pièce de monnaie. Vincent sert à la fois pour Passavant et pour Laura sur la question de l'argent, qu'il gagne et perd, mais finit par suivre Passavant et sa nouvelle amante et délaisser Laura dans la misère. De même, il joue avec les sentiments des deux femmes qui, par ailleurs, finissent toutes les deux abandonnées à leur sort. Lady Griffith finit par être assassinée par celui-ci, morte noyée. Laura joue un double jeu entre son mari Félix Douvier et son amant d'autrefois et confident Édouard, avec leurs sentiments. Olivier aussi avec Bernard, qui montrait comme se sentant exclu du groupe d'amis de son meilleur ami dans la pension Védel. Dans ce qui est du dévoilement, par exemple, l'événement du semblant de suicide de Boris fait tomber le voile et met en lumière l'hypocrisie et l'aveuglement, l'ignorance des pensionnaires et des membres de la direction de la pension qui a caché le harcèlement présent. Une mauvaise réputation est presque assurée et imminente pour la famille protestante. De plus, Bernard découvre la liberté et l'authenticité en s'émancipant pour un temps de l'argent de son tuteur, et s'émancipe par là de la fausse relation d'amour entre un père et son fils citée au chapitre 3 de la partie 1, car celle-ci est basée sur un mensonge. Profitant-Dieu n'est pas son père biologique. Nous avons donc ici un exemple de détachement de l'argent qui symbolise l'inauthenticité et l'emprisonnement. Dans le passage de la fin des banquets des Argonautes, nous assistons au véritable visage d'Olivier qui se révèle, le sien comme celui de ses compères. Les masques tombent, une nouvelle lucidité permet la révélation sur la réalité de sa situation. Gide le montre comme libéré de la mauvaise influence de Passavant sur lui, qui est à l'image de la manipulation du rentier et du romancier, un aspect de la manipulation que nous verrons dans peu de temps. C'est à partir de cet événement
que la relation d'Olivier avec Édouard va devenir plus authentique, plus sincère. Gide donne une autre signification au titre qui peut paraître plus évidente que la précédente, qui est la suivante. Les faux monnayeurs est non seulement le titre du roman de Gide, mais est aussi le titre choisi par Édouard dans le récit pour son roman à lui, dont le lecteur suit les premières ébauches et réflexions. Mais les faux monnayeurs, qui désignent donc la mise en abîme romancière, désignent aussi les romanciers au sens littéraire. Dans le roman de Gide, les romanciers, soit Passavant et Édouard, sont des manipulateurs, tout comme les rentiers. En effet, ces deux personnages sont montrés comme ayant une supériorité littéraire. Ce sont des auteurs très habiles et plus ou moins adulés, et qui peuvent donc influencer leurs lecteurs, qui sont fictifs. Gide présente l'équivalence de la fausse monnaie, la littérature. Gide oppose deux types de littérature. Celle qu'il critique à travers le personnage d'Édouard, c'est-à-dire celle de romanciers comme Passavant, la littérature qui connaît plus de succès, puisque l'écrivain flatte le lecteur dans le seul but d'être connu, et celle qui défend toujours à travers d'Édouard, qui offre une littérature plus sincère et plus recherchée, travaillée. Tout comme ces romanciers manipulent en quelque sorte leurs lecteurs, nous, lecteurs de Gide, sommes aussi malmenés, trompés par ce dernier. En lisant le titre, le lecteur s'attend à ce que l'histoire va se centrer sur l'affaire policière du trafic des faux monnayeurs au sens explicite, alors que cette intrigue n'est qu'un prétexte, ne constitue qu'une intrigue secondaire, un arrière-plan du récit. L'illustration de la littérature étant une fausse monnaie est ici poussée au bout. Les faux monnayeurs de Gide nous présentent l'argent sous une facette plutôt malveillante. Ceux qui trouvent un intérêt à le conserver ou à en gagner plus se manifestent au lecteur comme étant des personnages corrompus. L'un des exemples les plus prominents d'un tel phénomène est Léon Guéry-Danisol. En effet, ce jeune adolescent, embobinant avec lui les enfants de la classe bourgeoise, sous le masque d'un jeune rebelle qui leur montre la joie des choses interdites, tabac, chercher les secrets compromettants des parents, etc., ne fait mine de s'attacher à eux qu'à cause de la situation financière de leurs parents. Ce jeune homme n'a donc que pour seul objectif de soulager ses riches enfants d'un maximum de l'argent de leurs parents, tout en leur écoulant sa marchandise illégale. Il est le bras droit de Victor Strouvilou, et n'agit que dans l'intérêt de ce dernier. Cet intérêt pour l'argent précipitera la mort de Boris, masquant ce violent meurtre en une simple blague qui a mal tourné. On pourrait presque dire que Léon se sert des pièces qu'il amasse pour son cousin comme d'un masque, pour masquer ses véritables intentions à Fifi, Georges et plus particulièrement à Boris. Un masque que Strouvilou lui a confectionné, étant donné qu'il agit en son nom pour lui éviter d'apparaître en public. Ici, une véritable critique de la quête monétaire est formulée par l'auteur. L'avarice mènerait à la mort du plus appauvri, du plus vulnérable, métaphore symbolisée dans le suicide de Boris. Ce n'est pas un secret, André Gide est un marxiste dans l'âme, c'est-à-dire qu'il donne son support à la lutte des classes, au renversement de l'établissement du riche, exploitant le prolétariat à des fins lucratives, ainsi qu'au progrès vers un monde juste, où personne ne pourrait s'élever au-dessus de qui que ce soit. Son roman anime une variété de personnages, chacun entretenant un rapport différent à l'argent. Sans surprise, ceux qui semblent s'en préoccuper le plus sont les très riches. De Passavant, par exemple, est la personnification de l'établissement, dans tous les sens du terme. Il a établi une fortune considérable, tout en s'imposant dans le domaine littéraire, en gavant son public avec de la lecture facile, intuitive, qui n'éveille aucune once de défi ou d'incompréhension, qui nécessiterait du questionnement ou un effort de la part du lecteur. Il s'est même établi dans Paris, dans une habitation plutôt luxueuse. Il n'en sort que peu. Il est l'exact inverse d'Édouard. Édouard se pose tout un tas de questions sur l'écriture de son livre, en opposition à l'écriture à la chaîne de Passavant. Il ne se préoccupe nullement de son public. Au contraire, il cherche à produire un fragment de réalité, et la réalité n'a aucunement pour objectif de plaire dans sa nature même. Bien qu'il ne soit pas dans le besoin, il n'accumule pas son argent pour autant. Il n'est pas avare, il laisse son capital circuler. Il est libre de son argent, contrairement à De Passavant, qui n'écrit que dans l'intérêt d'en gagner plus. De plus, nous voyons souvent Édouard dehors, dans des lieux non précisés, en train de discuter avec quelqu'un. Il parle avec une très grande variété de personnes, l'enrichissant en termes d'expérience sociale et de savoir. Passavant, lui, reste dans son manoir, et à l'exact opposé, au lieu d'aller vers les gens, il les attend, les accueille dans son antre, et tente d'endoctriner ceux qui pourraient lui être utiles. Il se met à l'abri de tout ce qui pourrait lui poser un défi, ou même une quelconque inconvénience. Lady Griffith est également un des personnages notables à cet égard. Venant des États-Unis d'Amérique,
pays du libéralisme, du capitalisme et de la liberté de l'entreprise financière, elle représente ces idéologies en s'associant avec Robert de Passavant. Ceux qui pratiquent des activités au but purement lucratif se distinguent dans leur société comme dans leur lieu de vie. Ils bâtissent leur abri et choisissent ceux qu'ils veulent rencontrer. Ils ne sont rien d'autre que de faibles esprits, cherchant un moyen facile d'exploiter l'autre dans le but de satisfaire leurs intérêts égocentriques, souvent fainéants. Strouvilou et De Passavant produisent l'opium du peuple. Il est intéressant de remarquer que De Passavant et Strouvilou agissent comme les points centralisateurs de l'argent, comme un riche le ferait naturellement. À l'image du roi de France sous l'Ancien Régime, qui centralisait l'argent autour de lui-même et de la cour. Tout le monde était pauvre, étant donné que personne d'autre n'y avait accès. En d'autres termes, les faux monnayeurs de Gide fait l'éloge d'une société équitable, où celui qui cherche à dominer l'autre finit par s'exclure par lui-même. Il fait également l'éloge du travail et de la réflexion dure, où celui qui travaille durement à son œuvre produit quelque chose d'une valeur bien plus grande que celui qui n'attache qu'un nombre de lecteurs ou un prix à ses écrits. Gide a effectué un travail remarquable lorsqu'il en vient à la vie qu'il donne à ses personnages. Il ne les a pas construits dans le but de montrer ce qu'il voyait, étant donné qu'il cherchait à montrer à ses lecteurs la nature humaine se manifester dans toutes ses formes. Ainsi, il laisse ses personnages se manifester dans la diversité d'opinions qu'ils peuvent avoir. Ainsi, l'hypocrisie de Gridanizol ou de De Passavant est tout à fait naturelle, au même titre que l'inquiétante toxicité de la franchise des propos de Strouvilou. Le lecteur attentif forme naturellement un dégoût pour ces trois personnages. Leurs diverses relations à l'argent vient étoffer l'argumentaire de ce que ce livre propose au sujet de l'artiste. Les deux principaux écrivains étant Robert et Édouard, la perception que le lecteur se fait des œuvres de ces deux individus découle de leur rapport à l'argent. Robert corrompt ses œuvres en y jetant de l'argent, en employant des écrivains plus talentueux que lui pour faire son travail, et la barre fixe ne fait qu'office de marchandise, d'un petit pain qui se vend bien. Édouard, lui, ça donne un véritable exercice artistique, mettant ses talents d'écrivain et ce qu'il croyait savoir de l'écriture à rude épreuve. L'intéressé fabrique un produit de consommation. Celui qui travaille de manière désintéressée produit une œuvre d'art. L'art, dans sa nature même, est désintéressé et inutile. Et ceci est une critique des écrivains de son temps, qui le jugent beaucoup trop passifs dans leur écriture. Il est facile de faire le lien entre Gide, qui travaille dur à produire une œuvre d'art, et ses compères, Jean Cocteau par exemple, qui ne produisent qu'un passe-temps, quelque chose que l'on achète pour se distraire. L'argent, dans les faux monnayeurs, est un thème très présent à travers les actes manipulateurs et hypocrites des personnages. Explicitement parlant, il est significativement moins présent, comme nous l'avons montré précédemment, en parlant de l'intrigue policière. Il est tout aussi intéressant de remarquer l'usage de ce thème par l'auteur pour prendre position sur ce qu'est une société juste, tout en critiquant l'établissement littéraire de son époque. Son œuvre est différente, non linéaire, et révolutionnaire pour l'époque. Par ailleurs, le paradoxe se poursuit par une sorte d'opposition que l'auteur semble faire ici Par ailleurs, le paradoxe se poursuit par une sorte d'opposition que le... Par ailleurs, le par... Non, c'est parce que je m'étais éloignée pour un coup, du coup je voulais... Par ailleurs, le paradoxe se poursuit... Mélissa, arrête! Désolée. Par ailleurs, le paradoxe se poursuit par une sorte d'opposition. Non, là c'est pas moi. J'en peux plus. Ben voilà, c'est fait.